devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Fin de la visite du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga au Japon et au Turkménistan. Il ressort que le Mali ainsi que la Confédération des États du Sahel gagnent en visibilité. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour rassurer les investisseurs à venir au Mali, car, dit-il, notre pays regorge d'énormes potentialités dans divers domaines. Vous allez l'entendre dans l'interview bilan accordé à nos envoyés spéciaux. Session extraordinaire au Conseil national de transition. Les membres de l'organe législatif de la transition ont adopté des projets de loi concernant le bon fonctionnement de l'administration. Il s'agit par exemple de celui relatif à la création de la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Le Niger sollicite l'accompagnement du Mali pour la mise en valeur du complexe énergétique à charbon de plus de 5200 MW situé à Tawa au Niger. Les ministres en charge de l'énergie des deux pays ont eu une séance de travail cet après-midi dans ce sens. C'est parti pour Maxi Vacances 2025. La 22e édition a démarré hier sous les thèmes « Célébrons notre diversité et construisons notre avenir ». Le premier Prime a réuni un large public venu vibrer au rythme des talents jeunes et prometteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Direction tout d'abord Koulouba, où le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta a reçu en audience les ministres en charge de l'action humanitaire de la sous-région. C'est en marge du premier forum humanitaire sous-régional que notre pays abrite. La deuxième audience a été accordée à la ministre nigérienne de l'énergie. La synthèse de ces deux audiences avec Aloussini Touri. Le Forum humanitaire est une initiative des États de la sous-région pour faire face aux conséquences désastreuses de la crise sécuritaire qui sévit dans nos pays et qui a provoqué des déplacements de population. Les ministres en charge de l'action humanitaire du Niger, du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Togo ont cru bon de rendre compte au chef de l'État des fruits de leurs réflexions. Selon la ministre togolaise en charge de l'action humanitaire, une synergie d'action est nécessaire entre les États de la sous-région dans une approche combinée des ressources et des stratégies. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'identifier des solutions innovantes, endogènes, propres à nous, pour pouvoir réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier, et réduire tant soit peu les charges. Nous n'avons pas assez de ressources, mais nous en avons. Il faudrait que leur utilisation se fasse à bon escient et que pour ce qui concerne la prise en charge des personnes en déplacement forcé, que des actions idoines, probantes, soient menées, que des actions se fassent non seulement, non plus au niveau étatique, mais au niveau de la Confédération et au niveau de la sous-région. L'intégration régionale est également au centre de la mission de la ministre nigérienne de l'énergie. Porteuse de messages du chef de l'État nigérien à son homologue du Mali, elle a évoqué avec le chef de l'État l'initiative d'un projet énergétique basé sur le charbon. Un projet qui, mis en œuvre, répondra efficacement aux besoins énergétiques des pays de l'AES. Le Niger est un pays riche en ressources
énergétique et a fait le choix stratégique de valoriser ces ressources minières, en particulier le charbon. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet, projet structurant du complexe charbonnier de Salkadamna. C'est un projet ambitieux, intégrateur, d'une capacité de production électrique de 5200 MW modulaire. Donc nous sommes ici pour inviter la République sœur du Mali à se joindre à cette initiative de dynamisme collectif. Au-delà d'un projet énergétique, c'est un engagement pour notre souveraineté, pour notre développement et pour la solidarité africaine. Son Excellence le général Assimi Goïta nous a assuré de son engagement ferme à s'associer à cette dynamique, à cette initiative pour relever le défi à l'instar de Burkina Faso. Les pays de l'AES et leurs voisins ont plus que jamais besoin d'initiatives novatrices, aussi bien dans le cadre humanitaire que dans celui du développement. L'énergie n'est qu'un aspect des initiatives engagées par nos dirigeants. La ministre de l'Énergie du Niger, juste après Koulouba, a eu une séance de travail avec son homologue du Niger. Nous y reviendrons dans un instant. Le temps de rappeler la fin de la visite du Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga, au Japon et au Turkménistan. C'était dans le cadre de l'Expo universelle Osaka 2025 au Japon et de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza au Turkménistan. Deux événements où la visibilité du Mali et celle de l'AES se sont accrues. Le Premier ministre tire le bilan de sa mission au micro de nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Ali Outouri. Sur l'instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Mali a participé à l'exposition universelle à Osaka 2025. Avant cette édition, le Mali a également participé à la précédente édition qui a eu lieu à Dubaï. Et globalement, l'exposition universelle sert de lieu de rencontre et d'échange de plusieurs pays, environ 150 pays et organisations, pour trouver des solutions à des défis qui intéressent toute l'humanité. Le Mali, à l'instar d'autres pays, a pleinement joué son rôle. Apporter des solutions sur l'une des problématiques à laquelle l'humanité fait face, à savoir la question environnementale. À côté, nous avons également organisé un business forum entre les opérateurs économiques maliens et les opérateurs économiques du Japon. Et durant ce business forum, il y a deux panels qui ont été animés par le ministre de l'Industrie et du Commerce et notre ministre de la Culture, afin justement de présenter aux opérateurs économiques japonais les opportunités d'affaires dans notre pays, en donnant des informations fiables sur l'investissement et les potentialités dans notre pays. Nous avons également rencontré la communauté malienne établie au Japon, ce qui est une instruction du chef de l'État. Chaque fois que l'occasion se présente, lorsque les membres du gouvernement sont en mission, il leur a été demandé de rencontrer la communauté malienne pour leur donner des nouvelles du pays et ensuite prendre note des préoccupations auxquelles ils font face. À l'heure du bilan, nous pouvons le dire très clairement que la visibilité de notre pays sur la scène internationale s'est accrue à travers notre participation à Osaka, l'exposition universelle. L'exposition universelle d'Osaka 2025 coïncide avec l'année de la culture dans notre pays. Je pense que en tout cas le public japonais et d'autres participants ont pu apprécier le savoir et le savoir-faire de nos artistes et de nos artisans. Nous avons également été agréablement surpris par l'accueil qui nous a été réservé par le Japon, parce qu'il y a une province japonaise qui a appliqué le principe du Jatigiya. Donc on a pu voir des enfants japonais, en tout cas jouer avec à la perfection, jouer au tam-tam.
Donc ceci montre honnêtement que le Mali et le Japon ont beaucoup de points communs, à savoir tout le respect et toute l'importance que nous accordons à la culture, bien entendu, à ces différents principes. En matière de business, je pense que les opérateurs économiques japonais ont eu l'occasion d'avoir des informations fiables sur notre pays. Au nom du chef de l'État, nous avons instruit au ministre de l'Industrie et du Commerce de tenir le prochain Business Forum au Mali. Nous aurons cette fois-ci l'occasion d'échanger avec des opérateurs économiques japonais qui feront cette fois-ci le déplacement dans le sens inverse, c'est-à-dire du Japon vers le Mali. Concernant le Turkménistan, sur invitation de son Excellence le Président de la République du Turkménistan, son Excellence le Général d'armée Assimi Goïta, bien entendu, a été invité à participer à la 3e conférence des pays en développement sans littoral. Le chef de l'État a bien volontiers voulu répondre à cette invitation en nous confiant, en tout cas, d'assurer sa représentation, ce qui est un grand honneur et un grand privilège. Bien entendu, au cours de cette conférence, pas seulement le Mali, je pense que les chefs d'État de la Confédération de l'AES, en plus de son Excellence le Général Goïta, donc son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré et son Excellence le Général d'armée Abdourahmane Tchani, ont convenu de faire un discours unique dans lequel la Confédération de l'AES a eu l'occasion de dire au reste des pays en développement sans littoral leur vision et surtout les difficultés qu'ils ont traversées. Ensuite, l'occasion était bonne de discuter des voies et moyens pour trouver des solutions aux problématiques que connaissent les pays sans littoral, notamment les coûts d'approche élevés, des questions d'approvisionnement, des questions d'infrastructure. Là encore, 2 ministres maliens ont animé des panels, à savoir le ministre de l'Industrie et du Commerce et Madame le ministre des Transports, en plus, bien entendu, du discours unique prononcé au nom de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. En marge de cette conférence, nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par son Excellence le Président du Turkménistan. L'occasion a été bonne pour nous de lui transmettre les chaleureuses félicitations et remerciements de son homologue, son Excellence le Général Goïta. À l'issue, bien entendu, il a prodigué des sages conseils. À l'heure du bilan, ce que nous pouvons retenir, forcément, la visibilité de l'AES sur la scène internationale s'est également accrue. Et à la différence des autres pays, c'est l'occasion de saluer l'universalité et la noblesse du combat porté par le père fondateur de l'AES aujourd'hui, qui se battent afin que les pays en développement sans littoral ne puissent plus jamais être victimes de la violation du droit d'accès à la mer et depuis la mer. Les membres du Conseil national de transition ont examiné et adopté hier 2 projets de loi, dont celui relatif à la création de la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Les membres de l'organe législatif de la transition au cours de cette session extraordinaire ont également statué sur 3 projets du ministère de l'économie et des finances relatifs au règlement du budget d'État 2020, 2021 et 2022. Le point avec Aridou Matina et Abdoul Salam Bambara. Lors de cette session extraordinaire d'août 2025 du Conseil national de transition, il était également question du projet de loi portant un règlement du budget d'État 2020, 2021 et 2022. La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et rend compte de l'exécution du budget ainsi que l'utilisation des crédits. Structuré en plusieurs parties, entre autres la situation de réalisation des ressources, l'exécution des charges, les projets de textes portant un règlement du budget d'État 2020, 2021 et 2022, initiés par le ministère de l'économie et des finances pour garantir davantage la transparence en matière de gestion, ont été adoptés par les membres du CNT. La loi de règlement constitue, avec la loi de finances initiale et la loi des finances rectificatives, les 3 lois de type loi de finances. La loi de règlement intervient après la clôture de l'exercice budgétaire et elle arrête le montant définitif des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ainsi que le résultat budgétaire.
Elle permet donc au Parlement de contrôler la gestion budgétaire de l'État. De ce fait, c'est un outil essentiel pour assurer la transparence et la redevabilité en rapport avec la bonne gestion des finances publiques. Le Parlement vient de donner onction au ministre des Finances pour l'exécution de ces 3 budgets. C'est aussi l'occasion de saluer les efforts entrepris par le département des Finances pour la production de ces lois de règlement. Dans le domaine de la justice, l'organe législatif a émis un avis favorable à 2 projets. La loi organique relative à l'exception d'inconstitutionnalité et celle portant création de la direction générale de l'administration pénitentiaire. Ces 2 textes majeurs qui ont été initiés par le gouvernement et qui, après adoption, vont nous permettre de mettre en œuvre la politique que nous avons en cette matière. S'agissant de la direction générale de l'administration pénitentiaire, il faut dire que cette direction prend la place de la direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, créée depuis 1990 et qui avait présenté des insuffisances notoires. Et s'agissant du texte sur l'exception d'inconstitutionnalité, il faut dire que c'est un texte particulièrement important qui permet de respecter les droits de la défense et les droits de l'homme d'une manière générale. L'exercice parlementaire du jour constitue la première séance plénière de la session extraordinaire d'août 2025. Je vous le disais à l'instant, le Niger sollicite l'accompagnement de notre pays pour la mise en valeur du complexe énergétique à charbon de plus de 5200 MW situé à Tawa au Niger. Le projet en question verra le jour bientôt grâce au potentiel en charbon dont dispose le Niger. D'où cette rencontre cet après-midi entre le ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali et son homologue du Niger. La rencontre marque ainsi un tournant pour une révolution énergétique dans l'espace AES. Reportage Mamadou Fani. La souveraineté énergétique passe par des actions concrètes à travers des projets structurants répondant aux besoins du peuple. Le Mali et le Niger entendent y parvenir. La présentation du complexe charbonnier de Salkadamna de Tawa au Niger par le ministre nigérien à son homologue du Mali démontre l'ambition grandissante des États du Sahel à fédérer leurs efforts. Ce projet énergétique à charbon marque aussi la volonté des autorités de l'AES de fournir aux populations une énergie en quantité et à moindre coût. C'est un projet d'une capacité de production électrique de 5200 MW. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter ce projet avec tout son contour. C'est un projet que nous voulons porter à une dimension régionale. Donc, nous sommes à la phase finale de l'étude de faisabilité et nos partenaires techniques et financiers croient à ce projet. La centrale énergétique à charbon a une vocation confédérale et même panafricaine et les autorités nigériennes souhaitent que le Mali soit associé à ces projets. Ça fait donc presque 19 ans maintenant que ce projet existe. Malheureusement, tous ceux qui sont succédés n'ont pas pu réaliser ce projet. Parce que des fois, vous savez, c'est le financement qui pose le problème. La révolution industrielle et autres, là, c'est à base du charbon que ces pays-là sont développés. Maintenant qu'ils ont atteint un niveau suffisant donc de résister, ils ont dit que bon, il faut maintenant que les autres là arrêtent, sinon ils vont polluer l'atmosphère. On n'a qu'à partir sur les énergies renouvelables. Je ne connais pas les énergies renouvelables, mais tout scientifique, c'est que une énergie renouvelable ne peut pas vraiment soutenir un développement industriel tel qu'on l'a vu. Nous sommes engagés dans un développement harmonieux et intégré, et pour cela il faut de l'énergie. Donc ce projet se situe dans ce cadre-là. C'est un projet sous-régional qui va concerner pas seulement les pays de l'AES, mais aussi il y a le Tchad, il y a le Togo,
qui sont intéressés. C'est donc une révolution énergétique qui est enclenchée dans l'espace AES. Une petite présentation du projet en images a permis de mieux comprendre l'importance de ce projet pour les États de l'AES. La rencontre a pris fin par un échange de cadeaux entre les deux ministres. Politique humanitaire et mécanismes de financement de l'action humanitaire dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème du premier forum des ministères en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel qui s'est ouvert hier après-midi ici à Bamako. Pendant 3 jours, les représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ainsi que du système des Nations Unies, de la Mauritanie, du Togo et du Tchad vont échanger sur la situation humanitaire au Sahel, partager les expériences et réfléchir aux approches innovantes de mobilisation des ressources pour financer les actions humanitaires. La cérémonie était présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, qui représentait le Premier ministre Siaka Kounati. Plus de 2 300 000 personnes déplacées, acheminement difficile de l'aide aux déplacés à cause des groupes terroristes, manque de ressources financières. Avec la crise sécuritaire, les pays de la Confédération des États du Sahel connaissent une situation humanitaire préoccupante, d'où la tenue de ce premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire de l'espace AES. Pendant 3 jours, les autorités et acteurs humanitaires de l'AES vont échanger avec ceux du système des Nations Unies et d'autres partenaires de la région sur la réponse à apporter à la crise humanitaire au Sahel. Cette rencontre offre ainsi l'occasion de discuter des opportunités pour une aide humanitaire plus efficace à travers une approche collective et mieux coordonnée dans un contexte où ces défis humanitaires sont de plus en plus liés à des dynamiques régionales. Le forum a pour objectif de favoriser le dialogue entre acteurs locaux, nationaux et internationaux pour mieux coordonner et harmoniser les interventions, partager les bonnes pratiques. Occasion pour la Mauritanie de partager avec l'assistance les stratégies mises en place pour assister les milliers de réfugiés qu'elle accueille depuis 1991. Les actions que nous menons dans le domaine humanitaire se concentre sur la réponse aux besoins urgents et vitaux des populations réfugiées victimes de conflits, de crises sanitaires ou climatiques et se décline comme suit. La riposte aux crises alimentaires et sanitaires, l'accueil et la prise en charge des réfugiés établis en Mauritanie, la gestion de la migration, la protection sociale et la lutte contre la traite des personnes, la fourniture des services sociaux de base aux populations des zones limitrophes aux zones de conflit. L'argent étant le nerf de la guerre, le forum devra identifier aussi des approches innovantes de mobilisation des ressources financières tout en mettant l'accent sur les financements internes. Cette rencontre doit permettre d'initier des mécanismes et stratégies adaptés à nos réalités en synergie avec les autres acteurs intervenant dans le domaine de l'humanitaire. Pour ce faire, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, sur nos capacités locales et régionales, afin que les financements extérieurs soient mieux pensés, mieux orientés vers les besoins réels des communautés. Et le ministre chargé de la Justice d'appeler les partenaires à mettre en place des financements plus flexibles et à respecter les choix souverains des pays de l'AES. Je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, afin de mobiliser davantage de ressources à travers des mécanismes endogènes. Adapter les mécanismes de financement à nos réalités et à la complexité de la situation humanitaire dans l'espace AES. Par ailleurs, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont librement choisi de s'unir dans le cadre d'une alliance stratégique et solidaire, ce choix est tourné vers la stabilité, la sécurité et la prospérité de nos populations. Nous demandons ainsi aux partenaires techniques et financiers de respecter ces choix souverains, de ne pas isoler l'AES et de soutenir nos efforts humanitaires dans une logique de neutralité, d'humanité, de souveraineté et de solidarité. Outre les représentants des pays de l'AES, la Mauritanie, le Sénégal, le Togo et le Tchad participent à ce forum au cours duquel les ministres chargés de la justice et les nombreux invités ont pu s'imprégner des actions menées par les acteurs humanitaires en visitant leur stand.
Et les pays de l'AES s'engagent pour des solutions durables à travers des approches communes en faveur des personnes déplacées, des réfugiés et des populations hautes. Un panel a été consacré ce matin sur ces questions, nous dit Batraori. Le premier forum humanitaire de l'AES qui se tient à Bamako fait place au débat après la cérémonie d'ouverture. Les responsables des pays de l'AES ont l'opportunité, à travers des communications, d'expliquer aux participants la situation humanitaire de leur pays, les efforts du gouvernement et des acteurs humanitaires. Chaque pays a son contexte, donc ça va nous permettre d'échanger sur les situations humanitaires des différents pays. Partager les expériences de gestion de l'humanitaire à travers ces différents pays, les bonnes pratiques. Chaque pays, en fonction de son contexte, en fonction de ses réalités, a trouvé des mécanismes pour gérer la situation humanitaire. Pour les conférenciers, le défi est commun pour tous les pays de l'espace de la Confédération AES. Il faut donc des actions coordonnées pour aboutir à une solution durable. Avec la montée en puissance de nos armées, nous sommes en train de récupérer des parties de nos territoires qui étaient jadis occupés par les groupes terroristes. Et avec donc un retour des populations, il appartient donc de renforcer la sécurité autour de ces points de retour-là, mais aussi de mettre en œuvre des stratégies de relèvement de ces populations afin qu'elles puissent donc reprendre une vie normale. Aujourd'hui, en termes humanitaires, nos défis, ce serait de prendre en compte la mise à échelle du registre social unifié qui permet de faire une bonne évaluation et un bon ciblage des couches à prendre en compte. Les débats qui sont suivis par des invités venus de la Mauritanie et du Togo vont se poursuivre dans 4 groupes thématiques. Des recommandations seront formulées en plénière. Ces conclusions seront transmises aux autorités des pays de la Confédération selon le ministre en charge de l'action humanitaire du Mali qui s'est exprimé au nom de ses homologues. Le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani a offert un dîner de gala au président de la République du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby, en mission de 48 heures dans la capitale nigérienne. Un dîner au cours duquel les deux dirigeants ont approfondi les questions de coopération bilatérale. Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. Après une journée caractérisée par des échanges bilatéraux sur des questions stratégiques entre le Niger et le Tchad, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a convié son hôte de marque, le maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République du Tchad et sa délégation à un dîner somptueux. Dîner de gala animé par des artistes triés sur le volet pour une ambiance conviviale. Occasion de continuer les échanges avec un rythme composé par le groupe de danse d'Amonzo, de Al-Gaïta et aussi le groupe Itran. Le célèbre artiste Maman Sani est monté aussi sur la scène, une scène agrémentée par les notes du très connu artiste pianiste Maman Sani. Sont également présents à cette fête le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, les ministres d'État de la Défense nationale et de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP et ceux du gouvernement et d'autres invités de marque. Ensemble, ils ont célébré cette visite de 48 heures du président tchadien au Niger, une visite d'amitié et de travail d'un allié du Niger et des pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Le groupe d'action financière GAFI et son représentant en Afrique de l'Ouest, GIABA, ont placé depuis 2021 le Burkina Faso sous surveillance renforcée, ce qui signifie que le pays n'a pas un dispositif assez solide pour lutter contre le blanchiment de capitaux, surtout dans ce contexte sécuritaire. Depuis, des mesures sont prises pour sortir de cette situation. Une rencontre s'est ouverte hier à Ouagadougou pour évaluer le chemin parcouru et mieux entrevoir l'avenir. Le point de l'ouverture des travaux avec Sié Lassina Ouattara et Lambert Souma. 37 mesures clés et 11 rapports transmis au groupe conjoint GAFI et GIABA ont permis au Burkina de renforcer durablement son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. À l'ouverture des travaux de cette évaluation, le Burkina Faso présente la batterie de mesures prises pour sortir de la liste grise du groupe conjoint GAFI-GIABA. Les différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement
financement du terrorisme ont été formés et leurs capacités ont été renforcées. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que le Burkina a pu accomplir toutes les actions qui ont été prévues. Les travaux d'évaluation vont durer 72 heures, période au cours de laquelle le groupe conjoint Gafi-Giaba va rencontrer plusieurs agences gouvernementales, des autorités de surveillance financière, les forces de l'ordre. À ce groupe, il faut ajouter le secteur privé et les établissements financiers et non financiers intervenant dans le domaine. L'objectif de cette visite sur site est d'évaluer 2 points clés. Premièrement, il s'agit de confirmer si les réformes et les mesures importantes que le Burkina Faso a prises au cours des dernières années sont pleinement en place et durables. Deuxièmement, il faut déterminer s'il existe un engagement politique de haut niveau pour continuer la mise en œuvre. Sur la base des résultats concrets de cette visite, un rapport sera présenté à la plénière du GAFI en octobre prochain. Si les efforts déjà en cours et les engagements pris sont jugés satisfaisants, le Burkina pourrait être retiré à la fin des travaux de la liste des juridictions sous surveillance renforcée, encore appelée liste grise. Certaines artères de Bamako sont dans un état de dégradation avancée. Elles sont notamment parsemées des nids de poules à l'origine de la stagnation des eaux en cette saison de pluie. Conséquence, l'augmentation des risques d'accident. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage dirigée par Tchemoko Konati. Elle ne s'y attendait pas, mais elle a été victime d'un accident provoqué par le mauvais état de la route au carré des Martyrs à Nyarela, en commune 2 du district de Bamako. Elle, c'est Aïcha Aya, portant son enfant au dos. Elle est tombée lorsque la moto-taxi qui la transporte au marché des bananes est entrée dans un nid de poules rempli d'eau. Le choc semble susciter sa colère au point de ne pas pouvoir s'exprimer sur la question. Vraiment, les routes là sont très gâtées. De un, quand il pleut là, mais c'est problème. Les caniveaux aussi, ça va pas. Il y a les trous, souvent il y a les gens même avec les bagages, comme ils tombent dedans. Les transporteurs de Katakatani, souvent ils tombent avec les bagages. On va chez nous là-bas, l'autre guiron là. Vraiment, même hier, moi ma grand-sœur est tombée avec son mari. J'ai quitté Titibougou. Je suis en partance pour le grand marché. Je viens de perdre 1h30 à cause du mauvais état de la route. L'état des routes nous pose assez de désagréments. Chaque fois, un usager tombe. Comme ces usagers du carré des Martyrs, ils sont nombreux les conducteurs à souffrir le martyre à cause du mauvais état de certaines artères massivement fréquentées de la capitale. C'est le cas, à titre d'exemple, sur la route passant devant l'ORTM où la stagnation des eaux contraint nombre d'usagers à emprunter les sens interdits. Une déviation forcée, plus ou moins tolérée par les agents de régulation de la circulation routière. Mais nous m'avons interdit. Je suis contraint de rouler dans les sens interdits pour éviter de contracter les maladies liées aux eaux souillées. Nous, conducteurs de mototaxi, ça nous cause assez de désagréments puisque nous tombons souvent avec nos clients. On peut même se faire cogner par un autre conducteur. Mon moto s'est gâté, l'eau entrait dans le moteur. Là, j'arrive même pas à la démarrer. Il va falloir qu'on trouve un moyen de réparer les voiles définitivement. Faire quelque chose de plus durable. Certes, les autorités font de leur mieux, mais nous leur demandons des efforts supplémentaires pour réhabiliter ces routes en mauvais état. En plus du mauvais état de ces artères couplées à la stagnation des eaux, il existe d'autres facteurs favorisant les risques d'accident. Allusion notamment au stationnement illicite des gros porteurs, occupant une grande partie des routes aux grandes dames des usagers. Cet état de fait ne relève-t-il pas de l'incivisme ? Dans le cadre de l'initiative Plus beau quartier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a visité certains lieux. Le ministre Fomba s'est réjoui de l'appropriation de l'initiative par les jeunes. Si certains s'investissent dans l'embellissement à travers le dallage et le pavage des espaces, d'autres contribuent à travers le don de ciment, de sable, de main-d'œuvre et d'expertise. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba.
La construction d'un pays repose en grande partie sur l'engagement citoyen, une citoyenneté qui se manifeste par la participation active des jeunes à la construction de leur communauté et de leur nation. Avec l'initiative Nega Sigida Nefasoko, c'est-à-dire le concours du plus beau quartier, les jeunes du Mali s'investissent. Certains ont choisi la route de l'aéroport. Cette voie est une vitrine car elle est la porte d'entrée de Bamako à partir de l'aéroport international Président Modibo Keïta Sénou. L'engagement citoyen, vraiment c'est très bien compris par une bonne partie de la jeunesse. Aujourd'hui nous voyons des acteurs qui sont là au niveau de la route de l'aéroport, qui avaient initié un projet de dallage et également d'aménagement parce qu'ils ont planté des arbres, ils ont mis des dalles, ils ont fait quelques peintures ici. Et par leur propre initiative, et je pense que ça c'est quelque chose de très salutaire. Et dans le cadre du programme Nega Sigida Nefasoko. Cet engagement volontaire participe à l'embellissement de la ville. Il en reste encore beaucoup à faire, mais je pense que si tous ceux qui sont de bonne volonté, tous les acteurs, tous les jeunes citoyens se donnent la main, je pense qu'ici ça pourrait être un très bel endroit. Et le travail a bien commencé et nous allons continuer à suivre ça avec eux. Nous les encourageons de ne pas baisser les bras et nous allons être présents. Certains ont déjà compris. Pour marquer leur acte de patriotisme, ils participent activement aux activités d'intérêt général en fabriquant des pavés ou en contribuant avec le don des tonnes de ciment. Certains acteurs, plus les initiateurs qui ont lancé leur programme, sont en train de faire des dons. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a le don de ciment qui est là. Il y a d'autres qui ont fait des dons de sable, de carrière. Mais également des entreprises qui donnent leur main-d'œuvre, qui mettent leurs machines à disposition. Je crois que les choses avancent très bien. Nous avons déjà pas mal de dalles qui sont en train d'être confectionnées. Il en reste encore beaucoup à faire. Et vraiment, ils nous aident énormément. Ils viennent de nous dire qu'ils vont ouvrir un autre site derrière le fleuve. Et je pense que dans les jours à venir, nous aurons l'occasion d'aller inaugurer ce site-là. Et ce site va permettre que ceux qui sont derrière le fleuve et qui auront des donations à faire peuvent le faire directement sur ce site-là pour que les productions continuent et qu'on puisse continuer à daller, à planter des arbres ou à peindre aussi les lieux. À travers cet acte symbolique, la jeunesse témoigne de son appartenance et de sa contribution au développement de la mère patrie. Rendons-nous en 4e région où les recrues de la 6e cohorte du service national des jeunes reçoivent à Bafo une série de conférences sur des notions relatives à la fonction publique. Le thème abordé est relatif à l'éthique et la déontologie de l'agent de l'administration. Reportage Kandesila et Bassi Traoré. En marge de la formation classique du Centre d'instruction militaire des recrues du service national des jeunes, cette série de conférences initiée à travers le concours du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social vise à outiller les futurs cadres de pays sur des notions relatives à l'administration malienne et à son fonctionnement. L'initiative a été donnée depuis la 3e cohorte. Et cette année, nous avons suggéré, l'encadrement, nous avons suggéré à ce que notre direction puisse nous donner un coup de main en allant plaider auprès du ministère de la fonction publique pour que des agents ayant l'expérience dans le travail et puis qui maîtrisent aussi les textes puissent venir débattre avec les recrues. Cela est dénommé dans un module que nous appelons la socialisation. La présente thématique porte sur l'éthique et la déontologie de l'agent de l'administration. Il s'agit là de leur incarner des devoirs, des obligations, des principes fondamentaux de service public et de faire référence aux valeurs. Nous avions appris beaucoup de choses lors de cette journée. Nous allons faire de notre mieux pour appliquer les consignes qui ont été données par les différents intervenants depuis le lundi sur la socialisation des agents de l'État dans les services publics. Les questions-réponses ont permis aux 1539 recrues de la 6e cohorte du service national des jeunes d'être mieux requinqués sur des valeurs physiques, morales et citoyennes pour le bonheur de l'administration malienne.
Vulgarisation de la charte de la transition révisée dans la commune du Mandé à Ouézendougu, région de Koulikoro. Les initiateurs édifient la population de cette localité sur les changements apportés au nouveau guide de la transition. C'était devant le sous-préfet et les représentants des 25 villages de la commune du Mandé. Le point avec Djurachi Diakité et Haruna Djara. L'Alliance Mali-Tanien devant la population de la commune rurale du Mandé pour élucider le contenu de la charte de la transition révisée. C'est une initiative de la mairie de Ouézendougu. Il fallait donner la chance aux forces vives de la commune rurale du Mandé de s'approprier de cette charte. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à Amata, à travers son président, pour qu'elle soit aujourd'hui ce matin dans la commune rurale du Mandé afin de nous dupliquer le contenu de la charte. Les modifications substantielles, la durée de la transition qui est fixée à 5 ans renouvelable autant de fois, l'introduction de la constitution du 22 juillet 2023, la suppression des partis politiques, du M5 RFP, du CNSP, des mouvements signataires et des groupes signataires. Et également, en cas de contrariété entre la charte et la transition, ce sont les dispositions de la Constitution qui s'appliquent. Également, la possibilité est désormais accordée au président de la transition d'être candidat à l'élection qui mettra fin à cette transition. Jeunes, femmes, personnes âgées et celles en situation de handicap, tous avaient hâte de se faire une idée des modifications apportées à la charte de la transition. Nous allons faire en sorte que toute la jeunesse de Mandé soit en mesure de bien expliquer le contenu de cette charte-là. La charte est un document qui prend en compte les préoccupations fondamentales des Maliennes et Maliens dans un contexte vraiment social, économique, culturel et sanitaire, voire sécuritaire. Donc les jeunes vraiment doivent tout faire pour pouvoir vraiment s'approprier de cette charte-là. Rappelons que la charte révisée a été promulguée par le président de la transition, chef de l'État, le 8 juillet dernier. Les Amazones de l'ORTM ont célébré hier la journée panafricaine de la femme. Elles ont prouvé que l'engagement pour la paix ne se limite pas seulement au champ de bataille. La journée a été marquée par 2 moments forts, une opération de don de sang et une conférence débat sous le thème « L'engagement des femmes de l'ORTM dans la paix, la sécurité et la réconciliation, soutien aux autorités et aux forces armées maliennes ». Compte rendu, Soumao Aïdara. Dès 7 heures du matin, les femmes de l'ORTM ont donné des poches de sang destinées aux forces armées maliennes. Une trentaine ont été collectées par le Centre national de transfusion sanguine. Comme vous savez, nous sommes dans les mouvances du 31 juillet. Cette journée, c'est dédié aux femmes. Donc quand on donne du sang, on sauve des vies. C'est volontaire. Je pense que cette initiative est une très bonne idée. Le fait d'organiser cette journée de don de sang. Donc je pense que c'est bénéfique à double titre. D'abord, on donne du sang pour sauver des vies, mais aussi ça nous permet de savoir si nous avons des maladies de sang ou pas. La journée s'est poursuivie avec une conférence débat autour du rôle des femmes dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Nous avons dédié enfin ce thème aux forces armées maliennes parce que d'après les déclarations du président Assimi Goïta qui dit tout le temps dans son discours que le pays est en guerre et chaque citoyen doit se considérer comme un soldat. Le Mali a besoin de paix. Et pour qu'on ait la paix, il faut que tous les acteurs, tous les maillons de la société s'impliquent dans ce processus. Donc nous demandons aux autorités maliennes d'impliquer les femmes. Nous avons des rôles à jouer. Nous avons notre place dans la construction de la paix. Nous avons notre place dans la réconciliation des cœurs et des esprits. Le directeur général de l'ORTM a déclaré que les femmes de la structure, animées par la passion du service public, travaillent sans relâche et dépassent souvent les horaires pour faire avancer le pays. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité un seul instant à les mettre justement à des postes de responsabilité. Et encore une fois, c'est le lieu pour moi de saluer l'engagement des femmes de l'ORTM, leur professionnalisme et surtout leur courage. Parce que travailler ici à l'ORTM à des heures souvent impossibles et être une femme dans un foyer, c'est pas facile. Mais elles parviennent à concilier le tout. Les femmes de l'ORTM ont voulu à leur façon justement célébrer cette journée à travers cette conférence de presse
une conférence de presse pour parler de paix, de réconciliation, mais surtout de soutien aux forces armées, mais de soutien aussi à nos autorités. En tendant le bras pour sauver des vies, ces femmes contribuent dans la recherche d'une paix durable. Leur détermination pourrait éclairer le chemin d'un Mali réconcilié, prouvant que c'est ensemble, dans l'union et le courage, que se forge l'avenir de toute une nation. Parlons divertissement. Bonne nouvelle pour la couche juvénile. La 22e édition de Maxi Vacances a démarré en beauté hier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Placé sous les thèmes « Célébrons notre diversité et construisons notre avenir », ce premier prime a réuni un large public venu vibrer au rythme des talents jeunes et prometteurs. Le compte-rendu de Mohamed Bari. Maxi Vacances, Maxi Vacances, Maxi Vacances. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ ouvre ses portes à la 22e édition de Maxi Vacances, un événement connu du grand public destiné à occuper les vacances des jeunes Bamakois, dans le but de promouvoir leur créativité, de valoriser la diversité culturelle et d'offrir des opportunités d'expression aux talents cachés. Il n'y a pas de changement fondamental au fait, mais on innove chaque année. Par exemple, cette année, on a, au lieu de 8 primes, on a 7 primes, on a 3 éliminatoires et d'habitude, nous faisons des classements à chaque émission. Mais là, on fait un classement en poule. C'est-à-dire que si on a en musique 16 postulants, parce qu'on va classer les postulants de 1 à 16. Et les 8 premiers vont aller en demi-finale, ainsi de suite. Et même dans la façon de faire, ça a changé. Parce que vous avez vu, cette année, il y a beaucoup d'écoles qui sont venues. D'habitude, nous le faisons avec les scolaires, mais également les gens qui sont en vacances naturellement. Donc, on va amener aussi, puisque c'est les vacances scolaires, et on veut sortir les jeunes de l'oisivité. Il faut que les jeunes, à travers l'émission, aient le futur, qui est le divertissement, mais également qu'on prépare aussi l'avenir et qui est l'utile. Au menu de ce premier prime, des jeux de culture générale, concours musical, art oratoire, slam et humour. Les différentes prestations artistiques se sont enchaînées dans une ambiance conviviale et festive. C'est ma première fois de participer à Maxi Vacances. J'ai participé aux jeux de la culture générale. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était sur 2 questions. Je pense que Maxi Vacances est un lieu de divertissement dont tout jeune doit participer. J'étais sur la scène, j'ai gagné. Je suis très content. Je suis avec ma famille aujourd'hui. J'ai dansé Djeliwa Djaba. Ainsi est donné le temps d'une édition qui promet d'allier divertissement et développement. Joli coup de filet du groupement mixte de la compagnie territoriale de la gendarmerie de Kita à travers la brigade de la gendarmerie de Toukoto. Il vient de mettre la main sur 5 grands malfrats présumés auteurs d'un crime crapuleux d'un autre monde. Les bandits ont attaqué les cotonculteurs de la commune rurale de Nyantasso en apportant une somme de 35 millions de francs CFA. Les détails avec Mahamadou Alioubari et Mohamed Kampo depuis Kita. 48 heures après le braquage à main armée survenu entre Nirumba et Faraba dans la commune rurale de Nyantanso à Gangaran et ayant fait une victime et un autre grièvement blessé, tous des cotonculteurs, et emporté une somme de 35 millions de francs CFA. Qui nous ont permis d'interpeller quelques suspects en possession de la somme de 34 810 000 francs CFA ainsi que l'arme du crime. En cette circonstance, je voudrais saisir l'occasion pour remercier les autorités qui ont déployé tous les efforts nécessaires, efforts qui ont permis d'arrêter les présumés coupables. Demander aux producteurs d'observer la plus grande prudence. Cette belle prouesse du groupement mixte de la compagnie de gendarmerie de Kita et la brigade territoriale de Toukoto est due à une franche collaboration entre elle et sa population. L'enquête a mis en lumière l'existence probable d'un réseau plus vaste. Nous travaillerons à identifier tous les membres ayant participé. La gendarmerie nationale étant une force publique au service du citoyen, nous veillerons au respect scrupuleux des droits de tout un chacun, tout en assurant l'efficacité de cette enquête. Le secret de l'instruction s'impose évidemment à certaines étapes, mais le reste appartient à la justice. Rien ne saura expliquer ces crimes sur des cotonculteurs de Kita par des auteurs eux-mêmes cotonculteurs. Néanmoins, ils attendent tous d'être fixés sur leur sort.
À suivre dans nos programmes ce soir, la rubrique Démêler le vrai du faux, une rubrique qui vous permet d'avoir la bonne information sur l'actualité des FAMA. Je vous propose de suivre un extrait. Une image générée par l'intelligence artificielle IA circule actuellement, prétendant à tort que les FAMA auraient détourné du bétail appartenant à des civils, comme vous pouvez le voir ici. Cette image générée par l'intelligence artificielle attestant que les FAMA auraient détourné du bétail appartenant aux civils est donc bel et bien du fake. La mission des FAMA demeure claire et constante: protéger les populations et préserver leurs biens. Autre image ou tentative de désinformation, une image largement partagée sur les réseaux sociaux prétend montrer le crash d'un hélicoptère des FAMA, comme vous pouvez le voir ici. En réalité, il n'en est rien du tout. Il s'agit d'une fausse information et après vérification, cette image n'a aucun lien avec l'armée malienne. Elle provient en réalité d'une image datant de 2016 et de l'Irak, sans rapport avec la situation actuelle. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir M. Aruna Samake, spécialiste des droits de l'enfant. Vous savez, tout juste après le déclenchement des hostilités, de la crise au nord, avec l'arrivée des premiers cas d'enfants associés aux groupes armés, le gouvernement du Mali a pris tout d'abord une circulaire interministérielle pour prévenir, protéger et faciliter le retour en famille de ces enfants. La Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille et les directions régionales de la promotion de l'enfant et de la famille ont pu accueillir et prendre en charge 1432 enfants sortis des groupes armés de 2013 à cette date. Une forte pluie s'est abattue sur la capitale de l'Or-Blanc. Nos reporters de l'ORTM Koutiala, Brima Kouni et Assita Amberté ont promené leurs caméras. Voilà à quoi ressemble le centre-ville de Koulé-Djanka. Voilà, c'était dans la région de Koutiala. Et ainsi s'achève cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît, adieu. Azimon! Azimon! Azimon!